Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'Art de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto numéro 3, partie 1 pour la photo, où on verra ici, avant de passer à des choses peut-être un petit peu plus, comment dire ça, en profondeur et ciblées spécifiquement après sur l'autofocus et la personnalisation, des choses très intéressantes, où il faudra que j'aille en fait sur plusieurs menus pour vous montrer ça. Là, on va vraiment rester simple, on va faire l'exposition couleur et aussi le menu de lecture. Alors attention, pour le menu de lecture, je ne le ferai que en partie photo parce que c'est exactement la même chose en photo et en vidéo, et il y a certaines fonctions qui seront un petit peu intéressantes sur le menu de lecture, même si en théorie c'est le menu le moins intéressant qu'on aura sur l'Asset 4. Il faut faire attention, il y a quand même certaines fonctions intéressantes, et donc on verra ça dans cette vidéo. Et donc on va commencer bien évidemment par exposition et couleur. Donc exposition, on est en ISO, donc je me suis mis en ISO auto, donc je suis sur mon C2, donc il est toujours en ISO auto. Et là, vous pouvez sélectionner votre plage. Donc en photo, pour arriver aux ISO auto, il faudra passer avant ISO 50 et ça sera automatiquement en ISO auto. Si vous êtes en exposition flexible en vidéo, il faudra affilier un bouton pour le mettre en auto. Ça ne marchera pas exactement de cette façon-là. Je dis ça pour tous ceux qui avaient un Sony avant. Ça fonctionnait à la fois comme ça en photo et en vidéo, et plus maintenant en vidéo. Et donc, vous voyez qu'ici, l'ISO auto, je peux le changer. Donc moi, je l'ai mis à 51 200 ISO. On peut, au départ, il est à 2600 ISO. Et donc, voilà, si ça ne vous suffit pas, il faudra aller dans ce menu pour pouvoir régler vos ISO auto maximum. Et donc, on peut régler aussi les ISO auto minimum. Donc, pouvoir, par exemple, le passer au-dessus. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas le passer en dessous. Alors que, normalement, on a des ISO plus faibles. Donc, qui n'apporte pas grand chose vu que c'est pas sur la base ISO de l'Asset 4, mais éventuellement voilà, vous gagnez un petit peu de lumière, mais vous gagnez pas en dynamique, donc on reste là-dessus lorsqu'on est en ISO auto. Hop. Donc on a la plage d'ISO natif, enfin d'ISO, pas natif. Donc le natif, ce sera pas ça, bien évidemment, c'est, il me semble-t-il, jusqu'à 100 000 ISO et ISO 100, comme je vous l'avais dit, mais vous pouvez régler ça ici si vous voulez. Hop. Priorité, hop. Et donc du coup, si on fait ça, lorsque la sensibilité ISO est sur ISO auto, vitesse d'obturation à laquelle l'ISO commence, changer et commence par... Ah pardon. Ah désolé. Donc lorsque sensibilité ISO est sur ISO auto, la vitesse d'obturation à laquelle l'ISO commence à changer est sélectionnée. En fonction de la condition de prise de vue, l'ISO pourrait ne pas changer selon la vitesse d'obturation réglée. Cette fonction est actuellement désactivée. D'accord, en fait c'est vitesse d'obturation. Oui, donc ça, exactement ce que ça veut dire, c'est que comme lorsque vous êtes dans un mode d'automatisme à la fois vitesse et ISO, et ben vous vous retrouvez... D'ailleurs c'est bizarre ça, il dit quoi? Priorité vitesse. Ah oui d'accord, donc si je me mets par exemple en priorité ouverture, il serait capable de le faire. Non même pas. Priorité... Je sais pas. Ah pardon, je me suis mis en speed. Hop, voilà. Donc vous pouvez choisir la base de vitesse que vous avez lorsque vous êtes dans votre mode priorité ouverture, donc où vous sélectionnez que l'ouverture, et là les ISO auto sont sélectionnés. Et donc vous pouvez choisir, voilà, entre ISO auto 8000, enfin ISO auto, pardon, entre la vitesse d'obturation à 1 minute 2 secondes, maxi, 4000 maxi, 2000 maxi, voilà, et ainsi de suite. Donc là ça commence à faire beaucoup, enfin assez faible, donc minimum. Donc au final, si vous voulez faire ça, le mieux c'est de le mettre le plus bas possible. Et l'intérêt de pouvoir le régler, c'est tout simplement, par exemple, si vous apprenez la photo et que vous vous dites « Ah, je fais beaucoup de photos floues, par exemple, quand j'arrive aux 1/15e, laissez sur 1/15e. » Et comme ça, vous limiterez vos déchets lorsque vous prenez des photos et que vous n'avez pas forcément l'œil sur la vitesse. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Et donc voilà, vous avez la vitesse d'obturation mini. Donc comme vous le voyez, ça ne fonctionnera pas bien évidemment dans un mode où la vitesse est sélectionnée manuellement, donc comme le mode priorité vitesse que j'avais avant. Hop, donc correction d'exposition, on peut sélectionner la correction d'exposition ici. L'intérêt de le faire là-dedans, c'est que contrairement à la molette, on peut passer au-dessus de 3. Donc si on va, hop, ici, est-ce qu'on la voit la compensation d'exposition? Oui, ici. Donc là, je peux passer... Donc maintenant, ça change. Alors, voilà.
Du coup, ça vous permet de voir un truc, puisqu'on le voit ensemble, c'est que maintenant que votre roue de compensation d'exposition passe de, comment dire ça, n'est plus graduée, on passe de +3 à +5, donc il n'y a plus aucune raison de devoir le sélectionner dans ce menu de correction d'exposition. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose de le faire là-dessus, à moins bien évidemment que vous allez affilier votre bouton, votre molette de compensation d'exposition pour faire autre chose. Moi, je l'ai affilié sur autre chose, en appuyant sur un autre bouton, donc je peux revenir dessus assez rapidement. Donc on a les paliers d'exposition, usuellement on a 0,5 et 0,3. Dans le passé, c'était comment dire, le palier de 1,5, de 1,5. C'était surtout les appareils photo non professionnels qui l'avaient, et donc voilà, là ça pourra éventuellement se régler plus vite en exposition. C'est le seul intérêt que je vois, là c'est plus précis du coup. Réglage standard d'expo, alors voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que suivant votre mode de mesure, moi je suis toujours sur multi parce que je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux et qui conserve le mieux la dynamique dans tous les cas, mais si vous voulez quelque chose de précis comme utiliser le spot, le centre ou des choses dans le genre, le ton clair c'est les hautes lumières, donc là c'est moyen, donc ça c'est ce qui est assez intéressant avec le moyen écran tout entier, c'est que ça ressemble plutôt à l'exposition correcte Canon, puisqu'ils n'ont pas au final de multi. Si vous utilisez un Canon, il est vachement sensible à l'endroit où vous mettez le collimateur autofocus, et donc l'exposition va changer en fonction de l'endroit où vous passez. C'est moins le cas sur les Sony, et donc vous avez ce mode là qui est là. Mais ici, du coup, sur ces valeurs d'exposition, vous pouvez dire, par exemple, bah, moi je trouve que c'est trop sous-exposé pour le multi, pour tel truc, et bien en fait, ça va compenser l'exposition directement sans avoir à utiliser la compensation d'exposition. À chaque fois que vous serez dans un mode, ce sera personnalisé selon vos besoins, et donc c'est ici qu'on met, par exemple, plus ou moins de valeurs voilà, d'incrémentation. C'est ça qui est bien avec ça. Hop, donc on va revenir ici. Donc mesure, donc voilà, les modes de mesure, ils sont du coup ici, donc je vous l'ai déjà expliqué, donc multi, donc on a le centre, donc c'est centré, on va avoir le spot, mais le spot du coup c'est un centré où vous placez où vous voulez, et du coup on peut le mettre en standard ou en large. On ne peut pas régler exactement la valeur qu'on veut, hop, écran moyen, donc si vous, comme d'habitude, si vous voulez avoir plus de détails, normalement, voilà. Mesure la luminosité moyenne de l'écran tout entier. Ce qui est assez bizarre, c'est que c'est un peu redondant avec multi qui va dire, voilà. Et donc, c'est plutôt l'explication de Sony qui est un peu bizarre. C'est que, en gros, hop, on va revenir en arrière, la moyenne prend l'écran tout entier, mais il aura quand même une prédominance sur l'endroit où vous mettez votre collimateur autofocus. Si vous mettez l'exposition sur le collimateur autofocus, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Donc, et là, ton clair, c'est bien évidemment les hautes lumières. Voilà. Donc vitage multimetteur, voilà, Donc voilà, il faut que je me mette sur les yeux des humains et voilà. Donc en gros, ce que ça fait, et donc vous le voyez, ça ne le fait pas sur les animaux. Dès que ça voit un visage humain, en fait, si vous le mettez sur on, si vous le mettez sur on, ça va faire en sorte que l'exposition soit concentrée sur le visage. Donc si vous voulez pas que ça arrive et que ça expose bien l'arrière-plan, il faut le mettre sur off. Mais de manière générale, ça fait plutôt bien le taf. Ça va pas juste mettre trop en évidence le visage, ça va faire un peu une moyenne des deux en général. Donc point spot mettre centre, et on peut mettre, voilà, si vous voulez le spot, vous mettez sur lien focal. Et donc c'est ce que je vous disais, si vous voulez que l'exposition suive le collimateur autofocus dans les modes où il y a besoin d'avoir le lien de point focal, et ben voilà, là il est mis dessus, et sinon ça restera toujours au centre. Donc AEL avec déclencheur, moi je l'ai mis sur off, et ce qu'il faut savoir c'est que moi j'enlève absolument tout, à part, bien évidemment on ne peut pas le changer, le déclenchement, j'enlève tout, donc l'autofocus, la balance des blancs et l'exposition bloquée, parce que ça bloque l'exposition si vous mettez AEL sur on. Donc on a les flashs ici. Donc on a tous les modes de flash, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que moi je ne fais pas de photos flash personnellement, donc on a tout ce qu'on peut avoir, donc on va regarder ici, donc voilà, on a la synchronisation loss, la synchronisation du deuxième rideau, et on a le flash auto, mais bien évidemment il faut un flash, voilà, si je mets ça, voilà, nanana, priorité, ah non, il faut que je sois en manuel, apparemment pour activer ça, hop,
Flash forcé. Ah non, bah là il va dire exposition manuelle. Donc il faut que je me mette sur quoi? Auto. Ah non, pardon. On va mettre P, voir. Donc il veut toujours pas. Il va dire que c'est programme auto. Ah non, tu vas pas me dire que c'est ça qu'il faut faire. Ah si, donc voilà. Je conseille pas d'utiliser ça, enfin, à part ceux qui veulent utiliser leur A7 IV en mode tout auto, mais c'est un peu dommage pour un appareil photo à 2800 € de toujours utiliser le mode vert. Mais voilà, ces deux modes de flash s'activeront en mode vert. Donc je vais me remettre en mode priorité ouverture. Hop, et donc on a donc ces modes-là, et donc vous pouvez toujours, voilà, déclenche le flash juste avant de l'exposition, les traînées lumineuses des sujets en mouvement apparaissent. Donc voilà, c'est pour faire des petits effets avec le flash. Hop, on a la correction du flash parce que bah, la lumière produite peut ne pas être à votre goût. Après, bien évidemment, c'est mieux d'avoir plusieurs flashs en fait, placés à différents endroits et de régler l'exposition de chaque flash. Mais si vous avez que votre flash Cobra de base, ça pourra vous aider à faire ça. Donc on a la correction d'expo, donc ambiant et flash. Hop, donc, il va dire oui, ça fait ça. Ok, d'accord. Flash sans fil, voilà. Donc on sera on et off. Correction des yeux rouges, voilà. Et il faut un flash externe, bien évidemment, pour pouvoir régler ça. Donc la balance des blancs, donc on a la balance des blancs là qui est en auto, mais vous aurez tous vos réglages de base. Alors moi, j'utilise que la balance des blancs auto ou la balance des blancs manuelle. Donc là, on a tous nos modes de base, donc c'est des balances manuelles, bien évidemment établies pour différents scénarios dans la journée. Hop, donc on a ombre, voilà, nuageux, donc ça c'est ceux de base hein, qu'on va avoir d'habitude sur nos modes, sur nos appareils photo pas professionnels, mais certains d'entre vous pourront trouver ça utile pour aller beaucoup plus vite, plutôt que d'avoir besoin d'être en balance des blancs en Kelvin. Hop, moi je préfère me mettre en balance des blancs en Kelvin, donc voilà, vous la réglez ici, votre balance des blancs, et après vous pouvez aller dans le mode custom. Alors ici on a un set, et je vais vous montrer, je vais prendre un clip que j'ai déjà fait sur la 7S3, pour vous montrer comment on règle ça. Donc en gros on va là, hop, là-dessus, on se met sur 7, et il suffit en gros de prendre, ouais, je vais vous montrer là. On prend une carte de grille 18%. Alors, elles sont plus ou moins fidèles, hein, donc je vous conseille de prendre quelque chose de marque, comme du Calibrite, ou enfin voilà, votre marque préférée. Il existe des cartes sur Amazon, ça coûte pas cher, ce sera mieux que rien. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça ne mesure pas la même chose, donc voilà, il faut prendre un grille 18% qui est par exemple une charte ou des couleurs cibles pour pouvoir voir par exemple la colorimétrie, et vous avez la façon de le régler ici. Donc voilà, il faut mettre au milieu de votre cible votre grille 18%, ou voilà, vous pouvez le bouger avec le joystick, et c'est assez marrant à faire. Et donc voilà, comme vous le voyez ici, hop. Tiens, donc c'est bizarre ça. Ah oui, parce que en fait, j'ai eu peur, parce que en vidéo, on va juste regarder ça tout de suite. Hop, parce que je n'utilise jamais ça en balance des blancs. Donc ça vous permettra de voir qu'on peut, à mon avis, avoir plusieurs réglages de balance des blancs suivants. Voilà. Ça, je l'ai réglé à l'intensité de la lumière, parce que le problème de cette lumière-là, c'est qu'elle a ce que j'appelle des Kelvin variables suivant l'intensité. Lorsqu'on est à 40%, c'est 5100 Kelvin, et là, à 19%, je suis à 4800 Kelvin. Et donc, voilà, comme vous le voyez, vous pouvez le régler à la fois en photo et en vidéo. On va se remettre en photo, du coup. Pardon. C'est notre Facebook qui fait du bruit, là, sur mon téléphone. Hop. Et on revient ici. Hop, du coup, je vais me remettre en automatique, parce que si je pars faire des photos, je vais pas être content. Alors ça peut bien évidemment servir en intérieur lorsque vous avez de la lumière fixe, d'avoir votre balance des blancs en Kelvin fixée, ou par exemple lorsque vous faites de la vidéo pendant la journée, ça fera en sorte qu'il n'y aurait pas des grosses variations de balance des blancs. L'appareil photo ici s'en sort plutôt bien, j'ai jamais vu de variations trop importantes pour que ce soit problématique. C'était un problème souvent sur la 7 III qui avait des grosses variations de balance des blancs, et donc valait mieux la fixer. Mais si vous êtes pro et que vous voulez avoir quelque chose
comment dire ça, plus calibré, au moins en vidéo, mettez-la en Kelvin et réglez ça une fois dehors et ça devrait aller. Alors là, il y a la priorité de la balance des blancs, donc en fait, c'est suivant les résultats que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus neutre, qui ne sera pas plus neutre au final, mais où les blancs apparaîtront blancs, pas jaunis, ou des choses dans le genre, pas bleuis, ou des choses dans le genre, utilisez blanc. Si vous voulez quelque chose, de un peu normal, qui est à la fois un peu d'ambiance et de blanc, prenez standard. Et si vous voulez quelque chose qui conserve vraiment l'ambiance, comme par exemple si vous... Mon exemple, ce serait par exemple en concert ou en boîte de nuit, où vous avez des couleurs très flash et les blancs n'apparaissent pas blancs. Et ben, si vous voulez garder vraiment l'ambiance, mettez-vous sur ambiance. Moi, je le mets en général sur standard et dès que j'ai besoin de changer de scénario, je me mets surtout en ambiance parce que blanc, ça dénature surtout les couleurs. Mais si vous avez quelque chose besoin de quelque chose de propre et que vous voulez pas vous mettre en balance des blancs fixes, parce que c'est pour ça que je dis que ce mode n'est pas très intéressant, c'est que vous voulez vous mettre en balance des blancs fixes. Enfin, mettez-vous en balance des blancs fixes. Enfin voilà, si vous voulez du blanc, prenez la balance des blancs mesurant en Kelvin, et ce sera beaucoup plus simple que d'utiliser ça. Hop. Donc voilà, on a encore un mode que j'enlève, c'est le verrouillage de la balance des blancs lorsqu'on appuie à mi-course sur le déclencheur. Donc ça va bien lorsque vous faites de la FS, et encore, si vous voulez bloquer tous vos paramètres à la fois d'autofocus, d'exposition et de balance des blancs lorsque vous faites la mise au point à mi-course sur le déclencheur, et ben utilisez ça. Moi j'aime pas faire ça, j'aime bien que ce soit ce que j'ai pris qui est l'exposition qu'il faut. Hop. Après, ce qui est dommage, juste pour finir avec ça, c'est que prenez pas ça pour argent comptant sur tous les appareils photo. Surtout, je trouve que les Sony sont plutôt bien de ce côté-là. Il se peut que lorsque vous prenez un Canon, vous ayez besoin de faire de la conservation, de l'exposition et des choses dans le genre, parce que comme je l'ai dit, ils n'ont pas vraiment une mesure, matricielle, comme on pourrait dire, chez Nikon, et multisegment, comme on pourrait le dire chez Sony. Couleur à ton. Donc on a l'optimisateur de dynamique. Alors ça marche à la fois en RAW et en JPEG, donc ça affectera vos RAW. Il faut faire attention si vous voulez vous en servir. Moi je l'utilise pas parce que ça me permet pas d'avoir ISO 100, donc on aura toujours plus de bruit dans le mode d'optimisation de dynamique, ce que j'ai pas forcément envie d'avoir à 100 ISO. Hop, puisque je pourrais pas avoir 100 ISO. On a l'apparence créative. Alors c'est les profils de couleurs tout simplement, mais adaptés à la photo. Et donc voilà. Là, vous avez le profil d'image qui est sur off, et si c'est sur off, c'est les apparences créatives qui se mettront en place, et c'est les trucs qui sont surtout intéressants en photo. Et ça peut s'activer aussi en vidéo si vous mettez encore une fois profil d'image sur off. Donc moi, je le mets en neutre en général, et j'active sous Lightroom la reconnaissance de l'appareil photo, et il reconnaît le profil neutre, et il ne met pas ses profils Adobe qui changera les couleurs. Alors on peut se poser la question de l'utilité dans le sens où quand on a un RAW, c'est qu'on veut le modeler et on ne veut pas forcément avoir les réglages de base de l'appareil photo. Moi, je pars de ça surtout parce que ça me permet d'avoir une expérience un peu plus proche, on va dire, de ce que j'ai pris en photo, et donc le point de départ est plus facile à repérer par rapport à ce que j'ai vu lorsque j'étais sur la scène, et me dire, voilà, je voulais corriger un peu comme ça, je sais d'avance comment je dois faire à peu près, mais il n'y a pas de problème avec les profils non plus Adobe pour moi, mais là au moins on est directement sur le profil Sony neutre lorsqu'on arrive sur Lightroom. Hop. Et encore une fois, si vous voulez un tuto là-dessus, mettez-le moi dans les commentaires sur Lightroom et je vous le ferai, ce sera très très rapide, c'est juste un truc de préférence assez rapide sous Lightroom. Donc on a les profils d'image, donc on en reparlera bien évidemment plus en vidéo, je vais juste vous les défiler. Donc on a tous les PP1 à PP8, enfin PP11 pardon, qui est le S-Cinetone, et ce qu'on voit c'est que les choses qui vont être importantes, surtout parce que les niveaux de noir, les gammas noirs, les coudes, c'est des choses qu'il faudra apprendre à utiliser. Les phases de couleur, c'est pour un peu faire varier la couleur pour pouvoir matcher deux caméras par exemple. On a la profondeur de couleur aussi, donc il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais je vous conseille pas forcément de toucher tout de suite à tout,
Les choses qui sont importantes, c'est le gamma et le mode de couleur, et ils changent à chaque profil d'image. Il doit y en avoir un ou deux où c'est juste le mode de couleur qui doit changer. Et par exemple, le coup, c'est comment vos hautes lumières et comment la gestion de la dynamique des hautes lumières va être gérée avec des effets plus ou moins, genre en fait, un peu de diffusion ou de, comment dire ça, de lumière progressive ou d'avoir quelque chose de plus dur. Mais on en parlera sûrement plus en vidéo, ou même plus, je pense, sur un tuto vraiment dédié à ça, parce que j'aurai pas le temps de faire ça rapidement non plus en vidéo, mais je repasserai peut-être un petit peu plus longtemps. Hop. Et voilà, on va se remettre sur PP Off. Donc on a l'effet peau douce. Alors, c'est une nouveauté de la 7.4 qui est sur le ZVE10 et le ZV1. C'est en gros, vous le mettez sur low ou high, mid, voilà, comme vous voulez. Et en gros, ça met un espèce de halo sur votre visage, un effet Photoshop, un peu, on va dire un peu ça comme ça. Ça vous colle, en gros, ça vous enlève vos imperfections de la peau. Et c'est pas forcément, comment dire, ça se voit. C'est ça le problème, c'est que vous avez un appareil photo qui fait de la vidéo 10 bits en All Intra. Ça se verra dessus qu'il y a de la retouche un peu sévère, donc moi je vous conseille de mettre un filtre de diffusion ou un peu d'atténuer ça en post-prod, mais pas forcément avec ce mode-là. Hop, donc affichage de Zebra, voilà. Ici, c'est là où on aura l'affichage de Zebra. Moi, je l'utilise surtout en vidéo pour exposer avec mon gris 18%. Et donc, on pourrait faire un tuto là-dessus. C'est un peu compliqué parce que j'arrive pas forcément à le faire comprendre à tout le monde. Donc voilà, je suis sur personnalisé. Donc standard et gamme, c'est les niveaux de gris. Donc en fait, c'est les structures de peau. En fait, c'est la peau moyennement blanche, on va dire, parce que ça ne s'applique pas aux peaux noires. Il faudra faire une correction d'exposition pour que ça aille correctement dessus. Hein. C'est pas une question de racisme, mais c'est c'est censé être du gris 18%, donc qui correspond à un visage à peu près blanc. Donc c'est à la base fait pour exposer ça. Et du coup, là, sur le C1, j'ai réglé à plus ou moins 1. Donc en fait, les zébras vont être précisément sur la bonne exposition. Plutôt que d'avoir une gamme un peu large. Une gamme large, ça sert typiquement lorsque vous êtes en pleine nature ou vous avez besoin d'exposer rapidement, d'avoir les zébras qui s'affichent plus vite, donc vous serez moins précis, mais vous arriverez plus rapidement à régler votre caméra. Donc moi je le mets sur plus ou moins 1, parce que c'est souvent ici que je mets les zébras pour être assez précis. Alors ça ne fonctionne pas sur le mode que j'ai là, puisque c'est le Cinetone, c'est ici, il est calibré pour mon S-Log 3. Et donc le S-Log 3, on vous dit de base qu'il faut votre gris 18% et que les zébras soient réglés à 40%. Et donc, moi, ils sont à 55, tout simplement parce que j'applique surexposition de à peu près 1,5, 1,7. Et en fait, ça appliqué aux zébras, le facteur de multiplication fait que au lieu d'avoir 40, on a à peu près 55, voilà, tout simplement. Et c'est pas moi qui ai sorti ça de mes fesses, c'est Gérald London qui a fait ces réglages-là, et ça marche en général plutôt très très bien, notamment ici. C'est pour ça, souvent je préfère être en S-Log 3, puisque comme la dynamique est un peu, compliqué à gérer, c'est souvent mieux d'avoir du log, malgré qu'on vous dise que souvent dans les lieux sombres ou la nuit, il ne faut pas utiliser de log. Le problème du log de nuit, c'est surtout que c'est beaucoup plus difficile à exposer, sauf que comme ça permet de gérer des dynamiques qui sont un peu compliquées, c'est souvent le mode qu'il faudra utiliser, mais c'est moins simple, par exemple, qu'utiliser du S-Cinetone. Mais on en reparlera sûrement dans d'autres choses. Voilà, comment vous réglez vos zébras. Et voilà, si vous regardez ici, voilà, la limite inférieure, c'est le blanc, en fait, tout simplement. Donc les zébras seront sur les hautes lumières au lieu d'être sur les visages. Donc voilà. Et donc on a la limite de base des zébras, donc vous pouvez la régler comme vous voulez, et c'est vous qui réglez si c'est le niveau haute lumière, ou si quand vous passez par exemple très très bas, en fait vous pouvez pas le faire, c'est ça qui est marrant. Donc là c'est que des zébras haute lumière, et c'est que lorsque vous serez sur C1 ou CD que vous pourrez mettre le standard et gamme. Et donc voilà. Hop.
Et donc, on a fini avec le menu exposition couleur. Donc, on va passer au menu de lecture. Alors, vous pouvez vous dire, il y a quoi d'intéressant là-dedans? Et bien, justement, on va voir ça tout de suite. Alors, ça, c'est la chose la plus importante. Je vous le montrerai en personnalisation. On peut personnaliser les touches en menu de lecture, donc ce sera très peu de touches, mais il y a des choses intéressantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais me mettre en lecture. Voilà, on est en lecture. J'ai pas d'image. Ça tombe bien. Hop. Mais si je me mets sur menu, il va aller directement sur le menu de lecture, c'est normal. Mais par exemple, si vous mettiez juste pour arriver là-dessus, réglage mon menu, affichage mon menu on, ce serait mon menu qui serait prédominant tout le temps. Donc même lorsque même quand vous serez en menu de lecture, enfin sur la lecture, si vous mettez dans les menus, si vous mettez affichage de mon menu sur on, vous allez revenir tout le temps sur le premier menu, au lieu d'aller soit sur le menu de lecture, soit sur le menu où vous étiez resté avant. Et donc ce qui est assez intéressant avec cible de lecture, c'est que Sony, contrairement à d'autres fabricants, donc la comparaison directe, et celle dont je me souviens le mieux, c'est Canon. Lorsque vous êtes sur un Canon, il faut être en mode vidéo pour voir la carte vidéo, si vous avez séparé les deux, et en mode photo pour voir la carte photo. C'est pas le cas chez Sony. Sony, l'emplacement du support de lecture, c'est l'emplacement qui a été utilisé le plus récemment. Donc moi, j'ai fait ici, lorsque vous voyez ça, emplacement 2, j'ai fait une vidéo en dernier, donc il est sur vidéo. Et donc, ici, lorsqu'on est sur cible de lecture, on peut changer l'emplacement de lecture. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir y accéder. Et donc, c'est pour ça que ce menu est quand même intéressant. Donc, on va revenir en arrière. Hop, donc on a les modes de visualisation, donc vue par date, vue par dossier, vue par film, voilà. Il y a plein de choses dont je ne parlerai pas dessus, parce que voilà, on peut régler des réglages de, par exemple, grossissement initial, on peut dire voilà, grossissement précédent. Alors ce qui est assez marrant avec ça, c'est grossissement précédent, c'est un peu bizarre, dans le sens où vous zoomez dans l'image, comment dire ça? Vous avez un zoom fixe. En gros, vous appuyez soit 2 fois sur l'écran, soit sur le bouton AF On, qui sera la loupe, et vous arrivez au grossissement prédéfini, donc grossissement standard. Si vous mettez sur le grossissement précédent, la première fois, il va faire le grossissement standard, et après, ce sera en fonction de parce que votre molette permet d'aller soit plus loin dans le zoom, soit de revenir un peu en arrière. Et lorsque vous passez à la photo suivante et que vous refaites le zoom, ça le mettra exactement au même grossissement, alors qu'avant, il faut rester en mode zoom pour passer les photos pour qu'elles soient exactement au même grossissement. Je ne sais pas si c'est assez facile à comprendre. Moi, je me suis compris en tout cas. Donc l'agrandissement position initiale, position de mise au point. Donc en gros, il prend votre map et il va zoomer dessus. Sachant que des fois, la zone de mise au point est plus ou moins bien reconnue sur les photos, parce que moi ce que je fais, c'est que souvent pour voir si l'autofocus de l'œil a été fait ou des choses dans le genre, je mets l'affichage du collimateur autofocus en lecture. Et il se peut que ce soit légèrement à côté, mais c'est quand même l'œil qui est au point, donc c'est quelque chose à savoir. Il se peut que ce soit légèrement décalé lorsque vous utilisez ça. Donc on peut protéger les photos. Moi j'ai mis ça c'est sur la touche C3 de base, donc vous pouvez protéger ce que vous voulez. Donc voilà, vous allez chercher toutes vos photos comme ça. J'ai plus de photos puisque j'ai formaté ma carte. J'aurais dû la laisser non, annuler. Pourquoi je peux pas revenir? Oh mon dieu, donc on va faire menu, voilà. Hop, c'est marrant qu'il ait fait ça. Bref. Donc on était là. Hop, on peut mettre des notations dessus. Donc voilà, tac tac tac. Alors ce qui est un peu compliqué, hein, je suis désolé, c'est que moi je vois pas l'écran en fait quand je l'ai. Parce que j'ai toutes mes informations de l'enregistreur externe. Donc voilà, on peut afficher une notation. Donc, impossible d'attribuer une notation à cette image. Ah, et parce que c'est une vidéo. Donc voilà, il faudra une photo. J'ai pas de photo. On va essayer de prendre une photo, voir. Voilà. Hop. Et tu m'emmerdes, toi? Pourtant, je l'ai pas fait. J'ai pas mis ça. Pourquoi il fait ça? Attends, menu de lecture. C'est bizarre. On. Off. C'est un bug, ça. Oui. Hop. Voilà, c'est bon.
On est reparti. Je crois que c'est le module de lecture qui veut pas garder, ça, ce qui est un peu bizarre. Hop, donc notation. Hop. Allez, affiche-moi la photo. Donc on peut mettre voilà, nos petites étoiles dessus. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est indiqué par notation. On pourrait croire que c'est des écritures, mais non, c'est juste des étoiles. Hop. Alors voilà. Hop. Restreint les notations qui peuvent être définies à l'aide de la touche personnalisée. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez attribuer à n'importe quelle touche, voilà, comme vous l'avez compris, la notation dans le menu de lecture, encore une fois, pas dans le, comment dire ça, lorsque vous utilisez la vidéo ou la photo. Et là, ça vous permettra de dire, bah, je veux pas qu'elle ait 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Vous pouvez tout enlever, ça doit être marrant, ça. Vous attribuez une touche et en fait, elle ne fonctionne pas. Hop, supprimer, donc vous pouvez supprimer ici. Voilà, donc vous avez la suppression, donc ce sera exactement la même chose que mettre la poubelle ou le C4 lorsque vous êtes en lecture. Et donc là, vous avez le réglage en appuyant 2 fois sur le bouton supprimer, parce que de base, il faut faire oui, ok. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est comme sur les Nikon, puisque j'aimais bien ça chez Nikon, et ben on peut appuyer 2 fois et ça supprime la photo, plutôt que d'avoir à sélectionner à chaque fois oui, non, oui, non, oui, non. Voilà. Et donc, on peut aussi confirmer l'effacement, en fait, en disant, bah non, je veux pas ça, je veux juste que lorsque j'appuie sur le bouton supprimer, au lieu de mettre oui, enfin non, avant de mettre oui direct, et donc là, ce sera juste poubelle OK, plutôt que faire poubelle, poubelle, et des fois vous vous trompez et ratez ça. On va regarder ça. Du coup, voilà. Vous avez soit effacer, qui est, comment dire, directement, lorsque vous mettez votre poubelle, ça va être soit sur effacer, soit sur annuler, c'est ça que je voulais dire. Hop. Non, je me trompe, je n'utilise pas le bon bouton de menu. Hop, tac, 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 voilà. Il me prévient que si je fais ça, je risque de faire des bêtises tout le temps. C'est ça qui est gentil avec les Sony, c'est qu'ils vous disent, comment dire, ils vous prennent par la main pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on a de quoi recadrer, pivoter, copier, hop, et la capture, on va dire, nanana, création. Ok, d'accord. Donc ça, il faut être en mode vidéo, et vous pouvez faire des photos, bah, donc vous faites défiler la vidéo, et vous allez là-dedans, et vous pouvez faire une capture de photos. Hop. On peut passer un JPEG dans un AIF ou l'inversement, parce que ce qu'il faut savoir avec le menu de lecture, c'est aussi le menu de retouche pour l'appareil photo si vous ne voulez pas utiliser Lightroom ou n'importe quoi. Hop, visualisation, donc lecture, Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, donc c'est les trucs de diapo. Non, parce que j'ai qu'une seule photo, on va pas faire ça. Option de lecture, index d'images. Donc on peut mettre, voilà, 30 images, donc pour avoir comment dire, un dézoom, en gros, on va avoir plus d'images qui s'affichent sur l'écran, c'est beaucoup moins lisible, donc autant le laisser sur 9. Et ça arrive en fait, en gros, si vous dézoomez, vous êtes sur votre image, vous zoomez, vous dézoomez, ça dézoome, mais si vous dézoomez sur une image qui est, donc, via la molette, qui est en grandissement standard, en fait, ça va passer sur l'affichage de l'index d'images. Affiché comme groupe. Donc voilà, on a la rotation d'image que je n'ai pas mis parce que, pourquoi faire ça? Enfin, je ne fais pas ça parce que ça me donne tout le temps la bonne définition, enfin la définition maximale de l'écran. J'ai juste à retourner l'appareil photo pour faire ça. Affichage du cadre de mise au point, voilà. Il n'est pas mis par défaut, mais du coup, affichage du cadre de mise au point, ça vous permettra de voir notamment en tracking sur les yeux ou real-time tracking ou le collimateur semi lors de l'autofocus avec plus ou moins de précision, pardon. Hop. Voilà. Image. Donc on peut spécifier l'heure de ce qu'on veut. Réglage de saut d'image. Voilà. Donc là on a des choses intéressantes. Et c'est le plus intéressant qu'on va avoir ici. Donc ça pourrait faire partie, et je le remettrai sûrement en menu de personnalisation. Donc on a le sélecteur avant qui peut être choisi, je crois que de base il est sur 1 à 1, mais on peut régler donc tout ça sans image de 3 minutes, 5 minutes, voilà, en fonction de quand vous avez pris vos photos. Donc il y a plein de choses assez intéressantes.
uniquement protégé et uniquement noté 1. Voilà, donc il y a des réglages très précis, sans notation, ça sert à rien, mais voilà. Donc plein de choses. Et on peut séparer les images sur le A7 III, le A7 IV, pardon. Hop. Donc, de base, la première molette, donc la left, donc la gauche, donc celle qui sert de base à régler la vitesse, et ben, elle fait de 1 à 1 sur mon appareil photo, et celle d'en dessous fait uniquement les protéger. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que vous protégez vos images pour pas les supprimer de manière hasardeuse, et ce qui est intéressant, c'est que si elles sont protégées, et ben, c'est des images que vous appréciez, et donc lorsque vous utilisez cette molette spécifique, vous passez juste d'image protégée en image protégée, et donc vous pouvez montrer simplement vos images très rapidement. Par exemple, si vous en avez 700, et au milieu vous en avez gardé une que vous voulez vraiment montrer à tout le monde, ou 10, et ben ça passera entre les 10, ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant, et du coup, il me semble qu'on a fini avec ça. Et donc voilà, c'était tout sur ce tuto numéro 3 sur l'exposition et les couleurs et le menu de lecture sur le Sony A7 IV, en espérant que ça vous a plu et que vous avez compris des choses. Et donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil, et j'espère que vous mettrez un petit like et que vous vous abonnerez. Donc je vous dis à bientôt.